mettre dans la peau d'un autre et rester soi-même. Au fil de leur carrière, donc les acteurs sont amenés à incarner différents rôles, à être très riches ou SDF, à être psychopathe, à être sympathique, antipathique. Donc comment font-ils pour incarner ces différentes facettes? Comment font-ils pour passer du rire aux larmes? Et surtout, que se passe-t-il dans leur cerveau? C'est à toutes ces questions que nous allons répondre et nous avons vraiment la chance de recevoir pour cette session Félicien Juttner, Muriel Mayet-Holz et Lionel Nakache. On les applaudit. Et pour modérer les débats, Anne Jean-Blanc, responsable éditoriale de Futurapolis Santé, et Christophe Onodibio, directeur adjoint de la rédaction du Point et écrivain. Christophe ? Oui, eh bien bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux au nom du Point vraiment de vous présenter avec Anne, responsable éditoriale de ce très bel événement, il faut le redire, et l'applaudir encore, Neuroplanète, édition 9. Comme disait Étienne, voilà, même Star Wars, ils en ont pas 9. Neuroplanète en a. Et on ira beaucoup plus loin. Exactement. Avec cette année, cette thématique ultra excitante de l'Empire des Sens, et de vous présenter donc avec Anne cette nouvelle table ronde intitulée « Se mettre dans la peau d'un autre ». Alors c'est très prometteur, mais tout en restant soi-même, c'est là la difficulté. Il y a des gens qui savent le faire et très bien, ce sont les actrices, ce sont les acteurs, et on a la chance d'en avoir de très grands avec nous. Alors Muriel Mayet-Holz, je rappelle, comédienne, metteur en scène, ancienne administratrice de la Comédie Française et actuelle directrice du Théâtre National de Nice. Bravo. Félicien Juttner, acteur ancien pensionnaire de la Comédie Française, metteur en scène aussi. Certes. Bravo à vous. Et auteur. J'ai oublié. Et auteur. Si j'oublie les auteurs, alors là, ça ne va plus. On sera rejoint ensuite. Ça, c'est la surprise. Tu nous dis, Anne, il y a une surprise. Je vous dis parce que on avait envie de vous faire participer parce qu'on s'est posé beaucoup de questions en disant est-ce que ce sont des gens normaux ou pas normaux, là, nos comédiens. Je pense que oui, mais peut-être que de temps en temps, enfin, on verra. Et on avait envie d'avoir deux jeunes qui viennent défendre leur personnage. Moi, j'ai trouvé que c'est intéressant. Donc, deux jeunes comédiens qui ont déjà un certain métier quand même, et qui vont venir défendre devant un spécialiste du cerveau. N'ayez pas peur, il est très très gentil, Lionel. Et puis deux professionnels. Le personnage qu'ils ont envie d'incarner. Pourquoi ? Et donc on verra au niveau professionnel les difficultés éventuellement que ça pose. Et puis on verra aussi ce que ça renvoie intellectuellement de jouer un tel personnage. Oui, parce qu'il faut toujours qu'on soit un peu sérieux. Et c'est vrai, Lionel Nakache, on va pas être très sérieux. Vous êtes là un peu en surplomb pour décoder effectivement ce qu'ils vont dire, ce qui se passe au niveau du cerveau. Muriel, elle parle très bien du cerveau aussi, mais du cœur, des émotions. Je pense que Félicien aussi. Mais voilà, on avait besoin de vous aussi, quoi, pour nous dire comment ça se passe. Le nom de ces deux comédiens ? Il y a Ève et Valentin qui sont Valentin Chemla et Valentin Chemla et Perrer, voilà, qui sont là tous les deux. Ah, ils sont là. Et puis, bravo, on les applaudit déjà. Oui. Voilà. Et puis après, si l'un de vous a envie, parce que l'an dernier, on avait fait, vous vous souvenez peut-être quelque chose sur la mémoire avec Félicien. Certains d'entre vous ont participé, c'était très intéressant de savoir comment mémoriser un texte. Donc si l'une de vous a envie après de venir parler d'un personnage qu'elle aimerait ou qu'il aimerait jouer, on a des professionnels là pour vous écouter. C'est peut-être le moment de commencer une carrière. Voilà. Ouais. C'est jamais. À Nice, il y a plein de carrières qui commencent. Alors, on a parlé de psychopathe tout à l'heure, on a parlé de rôle, vous avez dit aussi SDF, vous avez mentionné, c'est vrai qu'un acteur peut se mettre dans la peau d'un autre. Est-ce qu'il doit rester soi-même ? C'est déjà une première question qu'on pouvait vous poser, mais peut-être que je laisse la parole à Anne pour lancer justement les discussions. On va commencer peut-être en amont, c'est comment vous choisissez vos rôles ? Est-ce qu'il y a des rôles que vous refusez ? Est-ce qu'il y a des rôles que vous sentez qui pourraient vous mettre en péril, tout simplement, de ce que vous êtes, de votre vécu ? Donc déjà, le choix d'un rôle, puis après on parlera de la mémorisation des textes, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse beaucoup aussi. Donc Muriel, comment vous choisissez ? D'abord en fonction de ce qu'on vous propose, j'imagine, mais pas que. Alors oui, d'abord bonjour mesdames, bonjour messieurs.
Malheureusement, les acteurs ont peu l'occasion de choisir, parce qu'on dépend dans notre métier beaucoup du désir des metteurs en scène, des cinéastes, etc. Mais on est responsable de ce qu'on porte. Et donc un acteur, c'est d'abord un instrument. Hein, je suis mon propre violoncelle, mais ce violoncelle, il n'est pas neutre, c'est pas une coquille vide. Donc mon personnage et le texte que je vais devoir interpréter, je vais l'interpréter, mais aussi avec toute l'histoire de Muriel. Bah oui, bien sûr. Et donc, ça va être une cohabitation entre une pensée, un texte, et donc un personnage, et moi-même. Et quand je tombe sur des écritures, il y a des écritures comme en musique, je les comprends dans ma chair, je les respire. Par exemple, je peux dire, j'ai eu l'occasion de le jouer, je comprends Claudel, je comprends la construction presque géographique du texte, c'est-à-dire la respiration qui est proposée par l'auteur, comme je comprends dans ma chair les Alexandrins. Et parfois il y a des écritures contemporaines ou des sujets que j'ai pas envie de déployer dans moi, auxquels j'ai pas tellement envie de faire la place, parce que je sens que ça va me faire du mal ou que ça ne me plaît pas. Et auquel cas, j'incite absolument les comédiens à refuser, parce que il est impossible de dire une fois qu'on a joué, ah ouais, mais c'est pas moi qui voulais, c'est le metteur en scène, ou c'est pas moi, c'est l'auteur. C'est pas vrai, parce qu'on porte un texte. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la différence, et ça, il n'y a pas toujours de grille de lecture juste là-dessus, de la différence entre un amateur et un professionnel, parce qu'un amateur, il va avoir tendance, dans la joie de jouer, d'expliquer au public quel est le personnage, ce qu'il pense, quelle est son humeur, quel est son état. Alors qu'en fait, c'est pas écrit dans le texte. Ce qui est écrit dans le texte, c'est une langue et une pensée. Et donc un amateur professionnel, il va être plutôt le passeur de cette pensée. Et je dirais comme formule, c'est parce qu'on le fait pour de faux qu'on peut y croire pour de vrai. C'est-à-dire, heureusement qu'on sait qu'on joue. Parce que si j'oublie que je joue, il faut qu'une ambulance m'attende à la sortie. Non, mais ça peut être très dangereux. Je le dis parce que les jeunes acteurs, parfois, ils peuvent se faire mal sur un plateau. C'est impossible. Il faut qu'il y ait une part de mon cerveau qui maîtrise et qui soit presque en surconscience de ce qui se passe dans le temps présent. C'est-à-dire aussi, est-ce que les gens bougent, est-ce que les gens qui rentrent, qu'est-ce que vous voyez de moi, etc. Et de l'autre côté, qui, au lieu de rentrer, c'est ce qu'on peut croire, de rentrer dans un personnage. Moi, je ne sais pas dans qui je rentrerais. Incarner, c'est ce qu'on appelle incarner. Mais en fait, je ne me dis pas, tiens, je vais incarner ça. Je vais faire traverser la pensée et les mots du personnage. Et un peu comme si j'attendais un boomerang, je ne vais pas agir, je vais réagir à ce qu'il dit. Alors si je donne un exemple, par exemple, je parlais de Claudel, dans l'échange de Claudel, Marthe commence par dire, son mari arrive, il n'est pas rentré de la nuit, et elle dit, dis Louis, et il y a un à la ligne, toute la nuit il a plu, averse, tu sais, comme il pleut ici. Et moi, je vais pas dire, mon rôle d'actrice, c'est pas de dire, ah, vous savez, mesdames, messieurs, elle est très triste, elle est très jalouse de son mari, elle est furieuse, donc elle va lui dire, dis, oui, toute la nuit il a plu, averse. Alors pourquoi elle lui parlerait de la pluie? Parce qu'il y a une dimension qui n'est pas toujours réaliste dans le théâtre. Donc en fait, c'est de comprendre le collage des pensées. Même si, et surtout si elles sont poétiques, si elles sont pas réalistes. C'est-à-dire qu'elle dit, dis, Louis, et quelque chose s'arrête, parce qu'il y a la ligne, donc il y a quelque chose qui s'arrête dans son corps. Et au lieu de lui dire, tu n'es pas rentré de la nuit, où étais-tu? Elle lui dit, toute la nuit il a plu. Et après elle va préciser, averse, tu sais. Et donc, moi, Muriel, la vraie Muriel, je vais traverser pour de vrai le collage de ses pensées. Et même si je comprends la situation générale de mon personnage, je vais me laisser faire par le rythme, j'ai presque envie de dire le rythme cardiaque que l'auteur m'a donné. Et ça va ouvrir en moi des cases d'émotion, parce que les personnages, ils ont toujours une petite graine à l'intérieur de moi de vrai.
si je joue un assassin, j'ai assassiné personne, je touche du bois. Pour l'instant. Mais il y a une violence dans moi aussi. Et donc, je vais réagir et ça va venir, j'ai envie de dire, bousculer ces capacités humaines. C'est pour ça qu'on aime tellement jouer aussi la tragédie, ou ce qui nous dépasse, ce qui nous transcende, parce que je vais ouvrir des portes en moi. Là, je parlais de Marthe. Donc, par exemple, dans l'émotion, dans la jalousie, dans l'attente, dans l'amour insatisfait, je peux dire « dis oui ». Et le fait de m'arrêter, même si c'est pas conscient, j'ai mon ordinateur émotionnel qui se met en marche, et le fait que je l'arrête me renvoie en boomerang à ma frustration. Et petit à petit, tout ce que comment ce texte va agir sur moi. C'est différent chaque fois que je recommence, parce que d'un jour à l'autre, j'ai pas la même humeur, j'ai pas la même histoire. 2, ça va dépendre aussi de vous, c'est-à-dire de comment on l'entend ensemble. Et 3, la vérité, c'est qu'aussi c'est mon métier depuis tellement longtemps que je sais, parce qu'on n'est pas inspiré tous les jours, je sais comment continuer et aller un peu dans ce qu'on a construit au fil des répétitions. Juste une chose, Muriel, vous avez répété 2 fois le mot mal. Des jeunes acteurs pourraient se faire mal. Parfois, on n'a pas envie parce qu'on a mal. C'est quoi ce mal-là ? C'est l'humain. Le théâtre, c'est une célébration de l'humain. C'est l'intelligence du ventre, de l'émotion. C'est un partage d'émotions. C'est pour ça que depuis la nuit des temps et demain encore, je m'inquiète pas du tout sur la pérennité de ce rapport. On a toujours eu besoin d'être un singe qui se met en face des autres singes et qui fait ah, 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 et on se dit ah ah, c'est nous. Mais cette célébration de l'humain, parfois l'humain est triste, parfois il est méchant, parfois, et le rire vient souvent d'ailleurs de la méchanceté, de nos capacités. Oui, mais puisque c'est pas nous, vous avez dit, c'est pas nous, on n'incarne pas. Non, pourquoi mais je le fais. Ce mal qu'on joue pourrait-il nous faire mal ? Parce que je l'entends. Parce que je l'entends et que j'ouvre en moi des univers. Et parce que quand je joue Marthe, je vais pas être jalouse, malheureuse dans la journée. Dans la seconde où le rideau est tombé, je suis moi. Et dans la seconde où il se lève, je suis Muriel. Mais je laisse la place à cette histoire qui pourrait être un souvenir familial, un souvenir de ma vie. Je laisse dans mon corps ce rendez-vous avec ce goût. Et il y a des rôles qui sont plus lourds que d'autres. Parce que ces goûts, je les ai en moi. Et que malgré tout mon talent, Marthe, elle aura mon visage, mon corps, et elle aura mon histoire. Oui. Félicien. Quelle était la question ? Est-ce qu'on peut jouer tous les personnages ? Est-ce qu'on peut jouer sans incarner ? Est-ce qu'on peut jouer sans se faire mal ? On peut jouer sans se faire mal. J'aurais même tendance à dire que si on se fait mal, c'est qu'on ne joue pas au fond, d'une certaine manière. Je pense que, alors je vais faire des ponts sur ce que j'ai entendu là. On se pose beaucoup la question, disons les profanes se posent beaucoup la question de comment on fait, quelle serait la cuisine intérieure de ce mystère de l'acteur pour arriver à produire, par exemple, une pièce, un film. Et c'est oublier que, pour nous, en tout cas à mes yeux, ça marche souvent dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est le texte qui va me révéler une partie qui était déjà moi, mais que j'avais oublié ou même que je n'avais jamais fréquenté, mais qui était déjà moi. Et c'est-à-dire que c'est dans l'autre sens. Si je dois dire à quelqu'un « je vais te tuer », je peux chercher 2000 ans comment je vais aller trouver ma haine, alors je ne la trouverai jamais. Je la trouverai jamais. Mais si je dis « je vais te tuer », quelque chose me parvient. C'est un effet, c'est performatif. C'est ce dont tu parlais. C'est-à-dire, c'est plutôt ce qui me revient qui fait l'incarnation du rôle plutôt que ce que je fabrique. Et pour répondre à la question, je me souviens finalement, les choix des rôles, c'est un truc étrange parce que effectivement, d'ailleurs, c'est un luxe de pouvoir les choisir. Parfois, on peut les choisir un petit peu, puis après on peut plus du tout, et puis parfois on peut un petit peu. Mais quand on peut, c'est un peu un funambule, un choix de funambule, parce que moi, je me méfie de ce que je présage, de ce qui serait le mieux pour moi, puisque par définition, le texte, la pièce, le film,
je cherche à ce que il, le film, elle, la pièce, puisse me révéler quelque chose de moi. Donc je dois un peu aussi aller contre mes a priori. Parfois, il y a des choses qui sont évidentes parce que simplement je trouve ça nul et que j'ai pas besoin d'aller chercher plus loin et c'est assez facile. Mais parfois, c'est plus subtil. C'est dit ça, comme ça, j'irai pas. Là, alors on se parle, je sors de scène dans un spectacle mis en scène par Muriel. Je joue un vieillard. Alors, j'ai la faiblesse de croire que c'est pas tout à fait ce qui est immédiat chez moi. Pas encore. Mais on sait jamais qui en est pour l'autre. Bref, elle m'appelle, elle me dit voilà, je joue un vieillard. Ok. C'est Muriel et que on se connaît bien et que ça me plaît qu'on aille découvrir ça ensemble. Et je découvre que je suis un vieillard. Je savais pas que j'étais un vieillard. Mais ce texte me le fait découvrir, le vieillard qui existait où, j'en sais rien moi, dans mon imagination, dans le conte, dans la fable que je me raconte moi des choses, mais je pouvais pas la raconter moi. Il fallait que je laisse la fable me la raconter pour pouvoir le devenir. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est plutôt comme ça que j'envisage les choses. Mais si je peux me permettre, je rajouterais, parce qu'on le dit pas de la même façon, mais on essaye de raconter un peu ce mouvement. Jouer, ça n'est pas agir, c'est réagir. Réagir à un texte, à l'endroit où il te revient, comme tu dis, où tu l'entends. Et d'un seul coup, si tu dis, ben, Pan, je te tue, là, dans la seconde, ça va nous faire rire, le boomerang, il est drôle. Et puis, à un moment donné, le boomerang, il peut être plus drôle du tout, et enfant, on joue très bien à ça. Enfant, on se dit pas, tiens, est-ce que t'es un bon cow-boy, est-ce que t'es un bon indien? Je rajoute en une phrase, c'est comme si, pour moi, on le dit faux et ça nous revient vrai. Exactement. En fait, Moi, c'est je le texte qui joue avec vous, quoi. Presque. C'est ça, oui. Je voudrais l'avis du docteur sur ce que tu viens Docteur, d'entendre. Ce qu'on appelle l'ambulance tout de Le suite. docteur ou pas du cerveau. Non, mais moi, évidemment, ça m'intéresse beaucoup. Je n'ai pas d'expertise de comédie et de théâtre ou de cinéma, mais c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. Et en vous écoutant aussi, je trouve ça assez fascinant sur plusieurs dimensions. De manière extrêmement basique, la première question que les gens se posent, et au moins, alors elle a peut-être été formulée dans la version hard, peut-être par Diderot, le paradoxe sur le comédien, c'est que pour le béotien que nous sommes, c'est vous qui allez jouer par exemple 10 soirs de suite en passant par les mêmes émotions. Donc la question que Diderot se posait, c'est donc oui, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir passer 10 fois en assassinant sa femme ou son mari, etc. Avec quel niveau de sincérité et où se passe le curseur entre un comme si, un jeu, et vous disiez, je sais toujours, sinon il y aurait une ambulance pour m'emmener. Donc comment concilier le fait qu'on sait qu'on joue et d'avoir la capacité à dégager une sincérité dans l'expression qui va être vécue aussi par le public qui vous regarde et qui va pouvoir les toucher. Et alors, j'ai pas la réponse, mais c'est ça qui m'intéresse, et notamment parce qu'il y a peut-être deux choses que je voudrais dire. La première, c'est qu'il y a un phénomène qui, j'aimerais vous le livrer, qui peut peut-être vous intéresser. C'est que dans mes travaux il y a longtemps, et puis il n'y a pas que moi, il y a un phénomène qu'on a pu mettre en évidence, c'est que quand vous vous mettez dans une posture consciente donnée, donc vous décidez de vous concentrer sur quelque chose, voilà. Alors vous faites des choses consciemment, mais à votre insu, le fait d'être dans une posture consciente donnée va modifier des processus dont vous n'avez pas conscience. Et donc souvent les gens fantasment sur le fait qu'on est influencé par des phénomènes non conscients. Ça existe évidemment, mais l'inverse existe, c'est-à-dire que quand on adopte une posture consciente, à notre insu, on va déclencher des choses qu'on ne sait pas, et puis au résultat, on va prendre conscience de phénomènes qui sont en nous. Et moi j'appelle ça un phénomène de blanchiment. J'appelais ça blanchiment sous les topiques pour un peu jouer avec Freud. C'est qu'en fait, initialement, c'est vous qui êtes aux commandes, mais par ce processus intermédiaire, vous allez induire des choses en vous dont vous n'avez pas idée, mais dont vous allez voir l'émergence. Ce qu'on dit beaucoup sur l'écriture aussi. Et Quand sur on dit que l'écriture. les livres s'écrivent tout seuls, finalement. Exactement. Bon, voilà. Voilà. Ouais. Et du coup, jouer, alors ça, c'est un phénomène qui, moi... et Les donc, auteurs. Exactement, Voilà. et donc je pense dans l'écriture, et peut-être aussi pour les comédiens et les comédiennes. Et c'est un phénomène qui me semble intéressant, parce qu'il est de nature, évidemment, il existe chez tout le monde, mais vous seriez d'une certaine manière des professionnels de ce phénomène. Alors oui, alors ça me fait penser à quelque chose qui est aussi souvent oublié ou un peu escamoté dans ce genre de questionnement. C'est parce qu'on nous demande souvent notre place à nous dans cette histoire, et on oublie de remarquer que c'est un partenariat comme ça avec celui ou celle qui nous regarde. Je racontais tout à l'heure, peu importe, on s'en fout, je vais raconter maintenant. À Radio France, on m'a raconté que
y avait une fiction et que dans cette fiction, il y avait le bruitage d'un cœur qui bat. Et alors, là, je vais pas le faire là, parce ou alors faut me tenir le micro, tiens-moi le micro, et ça se fait comme ça, si vous l'entendez. Je sais pas si vous l'entendez. D'accord ? C'est comme ça qu'est bruité le cœur. Et il y a un coup de fil à la maison de la radio d'un type qui dit je vous appelle parce que je viens d'entendre la fiction. C'est formidable, formidable. En revanche, il faut tout de suite appeler l'acteur qui joue le personnage d'un machin parce qu'il a un grave problème cardiaque. Et ça veut donc dire que la fiction, elle était plutôt elle était faite du côté de celui qui écoute. Elle n'était pas du côté de celui qui fait, qui lui savait que c'était pas vrai. Mais les gens le public, disons, de l'acteur, mais c'est eux qui fabriquent plus fort que nous. Ça me fait penser à ça par le processus conscient. Ils sont venus consciemment croire à quelque chose, ils ont payé pour y croire, et croyez-moi, ils vont y croire, puisqu'ils ont payé pour y croire. Un jour, il y avait une petite fille de à peu près 10 ans qui est venue à la Comédie Française et qui avait vu un spectacle contemporain de Marion Aubert. Et je leur dis, alors, ça vous a plu? Et la petite fille me dit, oui, madame, mais quand même, il y a un personnage, il a dit merde. Alors, je savais pas très bien quoi lui répondre. Je lui dis, ah bon, ben alors ça t'a choqué? Ah ben oui, madame, on dit pas merde. Alors je lui dis, mais et toi, est-ce que tu le dis pas? Et elle m'a répondu, cette métaphore tellement juste sur le théâtre, ah oui, mais quand je le dis, je sais pas que je le dis. C'est ça. En fait, c'est que d'un seul coup, on se met à entendre. Et quand vous disiez comment ça se passe, nous, en fait, c'est le gros travail qu'il faut qu'on fasse, c'est de garder l'enfant en nous. Moi, j'ai commencé très très jeune à faire du théâtre et tout était facile. Je me posais aucune question, je pouvais faire n'importe quel personnage et les autres me trouvaient absolument génial et moi je me rendais pas tellement compte que j'étais génial parce que je m'amusais. Je m'amusais à pleurer. Je m'amusais à avoir mal. Et on a fait ça sur, je sais pas, l'Adagio d'Albinoni, l'écouter 20 fois et pleurer toute seule dans le salon. C'était merveilleusement jouissif. Et quand je suis rentrée au Conservatoire de Paris, j'avais 18 ans, j'ai eu des professeurs assez incroyables, j'avais Michel Bouquet, j'avais Claude Régis, et c'était horrible ces années parce que je suis devenue adulte et que j'ai dû tout reconstruire, ce que je savais faire naturellement. Et en fait, c'est progressivement en vieillissant que ça redevient facile. Alors évidemment, il y a l'ambition en plus, et puis il y a l'envie de creuser les textes qui complexifie le rapport au plateau. Mais quand même, moi là, comme j'ai pas souvent l'occasion de jouer, quand je joue, j'ai l'impression que je suis en récréation, que j'ai le droit, comme on dit aux enfants, calmez-vous. Parce que vous avez raison, quand on commence à croire, à se dire, pan, je te tue, on commence par rigoler, puis d'un moment on jouerait qu'on est méchant, puis à un moment donné on sent que c'est possible, qu'on a quand même de la violence en soi, et on joue avec cette manipulation consciente de notre énergie émotionnelle. Juste parce que je voulais vous poser la question, Anne le sait, comment on pleure? On fait appel à quoi pour pleurer pour de, entre guillemets, faux? C'est très difficile à faire. On se fait semblant. La plupart du temps, quand on rit, les larmes sont là quand même là. Ouais. Oui, mais quand tu joues avec ton énergie, encore une fois, l'énergie, elle est toujours émotionnelle. Ouais. Si tu joues à te faire du chagrin, c'est très amusant. Oui, non, mais bien sûr, mais comment on joue à se faire du chagrin? On pense à des choses vraiment parce qu'on écoute. Si d'un seul coup je prends un ton fort, que je dis mais pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi? Bah pardon pour la question, mais si j'attends. Je pensais qu'elle était simple et que je voulais pas vous mettre dans l'embarras. Christophe, je crois que c'est grave là. C'est ce qu'il vient de faire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait le courage de pas se dire pourvu que je pleure, parce que là tu fermes toute ton énergie, tout tes sens. Mais si tu restes ouvert et que t'attends le boomerang de la phrase, de la voix, de l'univers dans lequel tu t'engouffres, tu jouerais à t'engouffrer, t'y crois. Il faut y croire soi-même. Faut accepter que c'est faux. Je sais pas pourquoi les gens accepter que c'est faux fait que devient possible. Ouais. C'est ça qui est étrange. C'est pour de rire. Ouais. Mais moi, je voudrais quand même savoir, parce que j'ai l'impression qu'il y a une grosse différence entre le fait de jouer un personnage, par exemple, tous les soirs au théâtre, et de travailler un biopic, et d'être pendant 3 mois
dans la peau de quelqu'un, coiffer comme quelqu'un, parler comme quelqu'un. Est-ce que ça vous laisse pas plus de marques? Non, je crois pas, c'est juste très fatigant. La préparation, il y a des jours où on a envie. En fait, c'est un métier très sportif. Il faut être très en forme pour faire ça. Et la vérité, si t'as pas une bonne pièce dans les mains, eh ben, au bout de la 4e représentation, tu t'ennuies. Mais si t'as un chef-d'œuvre, si on continue à les rejouer, c'est parce qu'elle te remplit, c'est parce qu'elle te parle de l'humain infiniment. Oui, mais jouer le biopic d'un personnage un peu rude, un peu, je sais pas, d'une... Oppenheimer, quoi. Ouais, Oui. par exemple. Il y a quand même une dimension là-dedans, dans cette question-là, qui est aussi un peu oubliée. Par exemple, parce qu'on parle souvent, c'est surtout pour le cinéma, quand on parle d'espèces de phénomènes d'incarnation et d'immenses acteurs, c'est pas la question. Mais il y a quand même quelque chose qui est oublié. Par exemple, si on prend quelqu'un pour qui moi j'ai une admiration sans borne, Daniel Day-Lewis. Pour moi, peut-être le plus grand acteur de cinéma vivant, je le pense. Bon. Il est fou, le mec est fou, quoi. Le mec il est fou. Mais c'est quand même un fou qui se souvient toujours, quand on fait moteur, ça tourne action, que s'il s'arrête pas au scotch, il est pas net à l'image. Donc c'est un Donc fou c'est qui est quand net. même un fou qui sait s'arrêter à sa marque. Donc c'est quand même un fou qui perd pas totalement la notion de ce qu'il est en train de faire. Donc il est pas fou, par définition. Ou alors c'est une autre folie dont on parle. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je suis pas certain moi, mais ça je sais pas. Il faudrait demander à Daniel Day-Lewis, on n'a pas pu venir. Je l'ai appelé 2 fois, il n'a pas pu venir. Oui, franchement, c'était pas cool de pas nous aider voilà. sur ce coup-là. Mais enfin, bon. Mais je pense quand même que c'est un peu plus complexe que de simplement se dire, oh là là, est-ce que ces gens qui perdent totalement le repère du réel, et on dit, oui, il allait 2 mois en hôpital psychiatrique après avoir fait ce tel ou tel rôle. Bon, peut-être, mais peut-être c'est pas lié au rôle. Peut-être il avait un terrain favorable par ailleurs. Il n'aurait pas joué, il serait allé quand même. C'est plus subtil que ça, à mon avis, quand même. Il me semble, une question de disponibilité. C'est difficile de se rendre entièrement disponible à un rôle, à un texte, à un projet. On avait le sentiment... Vas-y, Lionel. Oui, non, je peux poser une question aussi, c'est qu'en fait, je me demandais si peut-être un des ingrédients possibles que vous pourriez que vous utilisez, c'est une question, je mets la conditionnelle pour ça. Est-ce que, par exemple, parce que en revenant à cette question du jeu de la sincérité, voilà, et qui, alors, moi, j'imagine qu'il peut aussi y avoir un aspect de dynamique temporelle, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas qu'on est tout le temps aux commandes ou tout le temps pas aux commandes, c'est que c'est une succession d'états qui peuvent permettre d'induire des moments où on est extrêmement sincère dans quelque chose qu'on exprime. Si on s'arrêtait là, on n'aurait pas vraiment nécessairement la pleine conscience qu'on est en train de jouer. Donc il y aura peut-être cet aspect de dynamique. Et la question vraiment que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'une des astuces pour arriver à jouer 10 fois de suite, 10 soirs de suite le même rôle, par exemple, donc presque quelque chose de tragique au sens étymologique, c'est-à-dire que le jeu du personnage est joué d'avance, on sait ce qui va lui arriver à chaque scène, quoi. Du coup, est-ce qu'une des astuces, et j'y pensais en vous écoutant, de se dire, oui, mais chaque soir, c'est très différent. Donc, vous avez évidemment une acuité qui permet de magnifier toutes les micro-différences d'une interprétation qui, pour vous, même si elle n'est pas ressentie par un public, vous l'aurez très fortement. Est-ce que ça peut être une sorte d'astuce de se convaincre que ce que je fais ce soir est totalement différent d'hier soir et de demain soir, et ce qui serait une façon d'injecter aussi de la sincérité en se disant, en fait, je ne refais pas du tout la même chose. Je joue formellement le même texte, mais la façon de laquelle je le joue ce soir n'a rien à voir pour moi avec ce qui était hier soir, parce que, comme vous le disiez, c'est chaque soir très différent. Ce qui permettrait d'injecter de la sincérité, parce qu'on se dit, en fait, je ne refais pas la même chose. Mais en fait, il me semble que ce qui est compliqué, et là où on est moins bon, c'est quand on veut reproduire ce qu'on sait qui va marcher, ce qu'on veut que les gens pensent du personnage, quand on met de la volonté. Ce qui est très difficile, c'est au miracle des acteurs sans vanité. C'est-à-dire, c'est ce que j'appelle se rendre entièrement disponible et de éventuellement se dire, ce soir, je n'en sentirai pas grand-chose. Il faut risquer ça. Mais c'est vrai que parfois le diable de notre ego nous rattrape et on se dit, quand même, je veux quand même faire cette blague, ou je veux quand même montrer que je pleure bien, ou je veux quand même, ou moi je passe avant. Mais il y a les passages obligés dans une scène. De toute façon, on sait à un moment que ça va faire rire la salle, on va pas se priver non plus du plaisir de faire ce petit saut d'obstacle. Oui, où on sait mais c'est une question de temps. Si je le sais, j'ai un quart de seconde en avance sur le public. Si je suis dans le même temps que vous, on a une chance de rigoler ensemble. En gros, si je ne ressens rien, j'imagine que vous non plus.
La grande difficulté de ce métier, c'est d'être absolument dans le présent, ni en retard ni en avance. Et les acteurs, et surtout les amateurs, ils sont très en avance. Oui, c'est exactement là-dessus. On va pas découvrir qu'on a des pensées qui se ressemblent, mais c'est une question de temporalité presque. C'est-à-dire que l'année dernière, on était sur la mémoire, mais c'est lié en fait. C'est-à-dire que moi, en tout cas pour ma part, je vois les rôles, les partitions, les pièces comme un parcours, comme un chemin. Tous les jours, ou presque, on doit rentrer chez soi. Ce chemin, on le connaît par cœur. Si chaque soir je fais, alors ce soir j'y vais, et je fais exactement le même nombre de pas jusqu'à la pharmacie où je tourne à gauche, ça devient fou là, et ça ne marche pas, on ne rentre plus jamais chez soi. On connaît le chemin, et connaissant ce chemin, on est prêt à faire face à une grève des bus, et quand même arriver chez soi. Et au fond, chaque soir est différent parce que le chemin est le même, mais il est forcément différent puisque c'est le chemin d'aujourd'hui et pas le chemin d'hier. Ça paraît très métaphorique. Vraiment, c'est comme ça que moi, j'envisage les choses. Lionel, vous avez quand même contribué largement à écrire ce livre avec Anouk Grimbert sur le cerveau des comédiens. Ce que disent là nos amis, est-ce que c'est vraiment ce qui est ressorti des recherches que vous avez menées? Ça vous évoque quoi, leur réaction Moi, je trouve ça vraiment, très sincèrement, très très intéressant. Et alors, ce livre-là, c'est le livre d'Anouk Grimbert, c'est pas oui, mon mais livre. Vous l'avez aidé, enfin, vous avez mais simplement, c'est donc, je sais pas, c'est un livre qui s'appelle Dans le cerveau des comédiens, oui. et que vous connaissez. Oui, tout à fait. Et en fait, qui passait notamment par une construction d'Anouk Grimbert, avec beaucoup d'échanges avec des comédiennes et des comédiens, et avec des neuroscientifiques, dont moi. Et il y avait quelque chose, le livre était intéressant aussi parce qu'il procède d'une forme d'enquête. À un moment donné, elle m'avait envoyé une photo, Anouk, elle a écrit sur 6-7 ans, et vous savez, un peu comme dans ce film des frères Cohen, là, Fargo, où vous avez cette femme policière qui est la seule intelligente qui comprend l'énigme, et en fait, elle a à un moment donné une sorte de panneau où elle met tous les indices, des flèches pour comprendre, et il y avait quelque chose comme ça, donc c'est son cheminement, c'est le cheminement d'Anouk Grimbert autour de cette question, qu'est-ce qui se passe, ce qu'on disait au début, quand je vais tuer 10 fois la même personne, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Donc en vous écoutant, moi je trouve que c'est fascinant de voir à quel point l'introspection des comédiens et des comédiennes peut différer, et que chacun trouve sa recette. Et c'est pour ça que moi, ça me donne l'impression qu'il y a ce jeu entre du conscient et du non-conscient. Ce que j'appelle non-conscient, c'est pas dans un sens psychanalytique, c'est juste, il y a un concept, par exemple, qui est aussi important en neurosciences, c'est ce qu'on appelle l'agentivité. Par exemple, là, je lève la main, eh bien, j'ai en première personne la conviction que ce mouvement est le mien, c'est moi qui bouge ma main. Alors ensuite, la question du libre arbitre. Est-ce que quand je pense que je bouge ma main, c'est vraiment moi qui bouge ma main de manière libre? C'est une autre question, mettons-la de côté. Voilà. Mais le truc intéressant, c'est ce qui se passe en caméra subjective. Et donc, il y a des situations où on a l'impression d'être aux commandes, et puis des situations où, en fin de compte, on n'est pas vraiment les agents de nos pensées ou de nos actions. Alors, dans le champ de la pathologie, par exemple, une hallucination auditive, la façon de laquelle on la comprend, c'est une production mentale du sujet interne. Mais comme le sujet n'a pas d'agentivité, donc ne se sent pas l'auteur de cette voix, eh bien, il en déduit que c'est une voix qui lui parle, etc. Et donc la question, c'est dans la comédie, le balai qu'il peut y avoir, de manière normale, pas pathologique, entre de l'agentivité, que ce que vous disiez, je vais pas mettre l'accent, je vais pas anticiper, et dans un quart de seconde, je vais faire ça. D'arriver à ce que ça procède d'une manière qui joue avec ce agent pas agent. Oui, il me semble qu'il y a une réprocité de la chose. Ça me fait penser en une phrase à Colombo, Peter Falk, qui est connu pour faire ça. D'accord ? Ça est venu du fait que Peter Falk avait un œil de verre et une mauvaise vue de l'autre. Il était très facilement ébloui. Et comme ici, nous un petit peu, mais 10 fois pire, sur un plateau de cinéma, les lumières sont extrêmement fortes. Et donc, Peter Falk entrait avant chaque prise et regardait ses marques. Pour ne pas être ébloui, il faisait comme ça. Et c'est devenu le personnage. Les marques, c'est quoi, vous avez dit presque dans l'autre sens. Les marques, c'est les endroits où tu dois t'arrêter. C'est souvent des gaffeurs. Oui. C'est souvent du scotch de couleur où on te dit tu vas aller prendre ton verre, mais il faudra pas que tu te mettes là parce que là tu sors du cadre. Donc il faudrait que ton pied dépasse pas ça et c'est cette distance-là. Donc il y a des scotch partout. Dans une scène au cinéma, tu as des scotch partout et ton œil quand même les voit. Et
Ça fait partie de ce que vous appelez ce qui est conscient. Et bizarrement, d'ailleurs, la mémoire participe de ça. Moi, je crois qu'il faut qu'il y ait une part extrêmement consciente, voire une surconscience de tout, qui nous permet de rentrer en désobéissance. Et la mémoire, notre mémoire, par exemple, on se dit jamais... Oui, les jours de première, on se dit « Mon Dieu, je sais plus mon texte », mais ça, c'est de la panique. Mais on se dit jamais « Qu'est-ce que je vais dire ?» Il faut la mémoire, elle est devenue, c'est comme des traces émotionnelles, c'est comme un souvenir. Et je donne toujours comme exemple, si vous réfléchissez, là, si vous fermez les yeux 2 secondes, réfléchissez à ce que vous avez mangé hier soir. En gros, tout le monde peut s'en souvenir. Hein, c'était pas, enfin, tout dépend de ce qu'on a bu. Oui, non, mais voilà, mais en gros, on peut s'en souvenir, on sait où on était, on sait. Pourquoi? Parce qu'on l'a vécu. Et nous, notre mémoire, on la met à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'on se construit quelque chose de vécu ensemble aux répétitions. Et donc, plus ta mémoire, elle est dans l'inconscient, plus toi, tu es dans le présent, plus tu peux rentrer en désobéissance et laisser la part instinctive, animale, prendre le pouvoir. Mais Muriel, sur cette mémoire, justement, dans ce livre, il disait que il était écrit que les premières représentations sur le plateau, c'était une vraie régression, et que là, il y avait un problème de mémoire qui semblait assez important. Et il y avait quelque chose l'an dernier, quand on avait parlé, Félicien avait une formule que j'adorais. Il disait, on n'apprend pas un texte, mais un contexte. Donc ce travail, cette mémoire, comment vous faites? Est-ce que c'est vraiment une mémoire du corps aussi qui intervient? Ah, c'est d'abord, je crois, une mémoire du corps. Par exemple, ça m'arrive de temps en temps d'être avec des avocats qui, à table, ils te donnent des tirades entières. Moi, je suis incapable de faire ça. Oh, Félicien, il fait très bien. Hein. Il nous a fait l'an dernier des tirades formidables. Hein. Ah ouais? Mais non, moi, il faut que je me lève. Si je me lève et je commence à être en jeu, là, je peux refaire toute le malade imaginaire que j'ai pas joué depuis 10 ans. Mais il faut se lever. Oui, parce que je sais que j'arrive et je dis « Ah, vous pressez si fort les personnes que je me suis donné un grand coup de la tête quand on la carte d'un volet. » Qu'est-ce qui change alors, le fait d'être debout et d'être... Ma mémoire, tu te souviens quand quelqu'un t'a donné une gifle et t'a dit c'est plus jamais, on se verra plus jamais, tu t'en souviendras pour toute la vie, puis dans 20 ans tu diras, tu te rappelles quand elle m'a donné une gifle et qu'elle m'a dit... Ben c'est pareil, moi je le mets dans une mémoire qui est... Parce que j'ai traversé dans les répétitions... J'ai très bien compris à la première lecture qu'est-ce que ça dit, mais comment il le dit. Et d'un seul coup, tu l'inscris comme un souvenir, comme quelque chose que tu as traversé, pour lequel tu as une relation physique. Par exemple, dans Les Femmes savantes, Armande commence, elle est fâchée avec sa sœur parce qu'elles sont amoureuses du même garçon, et elle lui dit... Quoi? Le beau nom de fille est un titre, ma sœur, dont vous voulez quitter la charmante douceur et de vous marier, vous osez faire fête. Et alors, j'ai très bien compris ce que ça dit. Et de vous marier, vous osez faire fête. Ce vulgaire dessin vous peut monter en tête. Et la sœur répond, oui, ma sœur. La mémoire, elle n'est pas de dire, ah, je vais te montrer ce que pense Armande. Quoi? Le beau nom de fille est un titre, ma sœur, dont vous voulez quitter la charmante douceur, avec un ton qui n'est pas le mien, qui est absurde, qui est une idée du sens. Je vais, pendant que je répète, me dire, tu te rends compte, cette jeune femme, quand elle voit sa sœur, elle n'arrive même pas à formuler une phrase, elle lui dit, quoi? Comme si c'était une onomatopée, comme si elle faisait, hein? Comme si elle n'arrivait plus à formuler tellement c'est compliqué ce qu'elle veut aborder comme sujet, qui est l'amour du même garçon. Et donc, elle va lui dire quoi? Et moi, je peux comprendre cette situation, mais j'aurais pas dit ça comme ça. Et après, elle dit, le beau nom de fille est un titre, ma sœur. Mais c'est dément de parler comme ça. Vous allez me dire, c'est en alexandrin, mais c'est comme si je disais, le grand nom de journaliste est une appellation, cher Christophe. Je sens bien nous, que... on aime bien. Hein. Oui. Non, mais en fait, mais on n'y croit donc, pas. Petit à petit, ma mémoire, elle va se construire sur, comme un jeu de Lego, ou un puzzle, où toute la construction de la phrase, qui est un mouvement de la pensée, ça ne peut être que dans ce sens-là. C'est une visualisation presque de la spatiale, de... Je sais pas, c'est la langage, compréhension émotionnelle. C'est qu'est-ce que... Quand on est au bar et qu'on voit des gens se disputer à 100 mètres, ça nous intéresse énormément. On adore écouter ce que disent les autres, parce qu'on a très bien compris qu'ils se disputent ou que c'est une scène d'amour ou une première rencontre. On le comprend très bien. Mais on se dit,
qu'est-ce qu'ils se disent ? Et c'est ce qu'est-ce qu'ils se disent et comment ils se le disent. Moi, j'ai eu la chance de jouer un texte de Félicien. Et petit à petit, Félicien il disait non, c'est vraiment formidable. Non, mais c'est ce mot-là et d'abord. Un peu comme si la construction, tant qu'elle n'est pas parfaite, tu n'es pas libre. Et pourquoi c'est si cauchemardesque les premières répétitions ? Parce que tu es debout, tu dois jouer quelque chose, mais tu as 90% de ton cerveau qui est disponible à te dire qu'est-ce que je dis après. Donc t'es pas disponible pour réagir. Or encore une fois, jouer c'est réagir, c'est pas faire quelque chose. Félicien. Oui, je pense que il y a aussi une chose, je sais pas si je vais arriver à bien la formuler, mais à propos de la spatialisation qui est liée. Moi, il m'arrive pas souvent, mais disons régulièrement, je joue, et comme de toute façon, en plus de ça, on joue à jouer, de jouer qu'on joue, on va même se challenger sur son oubli. Et puis alors, on me parle, et puis quand même, j'ai une lampe qui s'allume, qui dit oh là là, ça s'approche. C'est moi qui réponds là, dans vraiment pas longtemps là. Ça arrive, maintenant c'est à toi là, faut parler. Et une chose étrange, je fais toujours pareil, c'est que, ça veut dire je vois bien le trou de mémoire. Il arrive, il est là. J'inspire, je parle, et c'est toujours le bon texte qui sort. C'est-à-dire que quelque chose est souvenu, quelque chose n'est pas moi qui l'ai fait. Et je pense que ça a à voir avec l'espace et la spatialisation, parce qu'on est obnubilé par souvent le texte, le sens des mots, à coller les uns aux autres, et on pense que tout le sens est là, que toute la possibilité d'une mémoire est là, alors qu'elle est à 360 degrés. Parce que si je dis à quelqu'un, tu parlais du début des répétitions, c'est ça qu'on ne sait pas au départ, et qu'on finit par apprendre, et qui fait partie de ce qui va être souvenu. C'est que si je dis je pars, c'est une chose. Si je dis je pars, c'est une autre chose. Si, je ne vais pas sortir du cadre, je suis à 20 mètres pour dire « je pars », c'est des choses, c'est du sens. Et le sens, il n'est pas forcément le fait de dire « je pars » ou même seulement de partir. Il est aussi la conséquence du lien spatial qu'on a avec l'autre. Et tout ça, on ne peut pas le construire tout seul dans sa chambre, quoi. Et c'est ce qui fait la partie de la mise en scène. Et ce qu'on n'imagine pas souvent, c'est qu'on imagine que mettre en scène, c'est avoir des idées. C'est dire, tiens, tu pourrais venir comme ça, puis tu viendrais, puis alors là, tu viendrais en courant, ou tu te mettrais de l'autre bout, puis tu lui crierais, je pars. C'est que normalement, une mise en scène, c'est que du sens. Lionel, sur cette mémorisation des comédiens. Oui, alors en fait, même sur les rapports espace et identité et mémoire, là, il y a une petite brique que les neurosciences ont pu peut-être apporter, qui peut aussi vous intéresser. J'en ai parlé tout à l'heure, juste dans l'entretien précédent avec François-Olivier Gisbert. C'est la chose suivante. Je le fais en très rapide. On découvre à partir des années 70 qu'on a dans l'hippocampe, une région importante pour la mémoire, on a vraiment un système qui correspond à un GPS cérébral. C'est-à-dire vous arrivez dans un espace et immédiatement ce GPS code la structure de l'espace et votre position dans l'espace. Et quand on navigue, quand on déambule, eh bien on a une forme vraiment de film cérébral de notre navigation. Ok ? Et ce qui se passe pendant le sommeil, c'est que pendant certaines périodes du sommeil, notamment le sommeil profond, il y a un phénomène spectaculaire qui survient, qu'on a découvert vers la fin des années 90, donc c'est pas vraiment récent, c'est pas très très ancien, pardon. C'est qu'en fait, ce système d'hippocampe, de GPS, il se rallume pendant notre sommeil et il va rejouer des centaines et des milliers de fois les trajectoires spatiales de la veille. Et ce que l'on sait, c'est que la vertu ou la valeur ou la fonction de on appelle ça le replay, vraiment ça rejoue à l'endroit, à l'envers, et en fait, comme on ne doit pas bouger nos articulations, notre graisse et tout, c'est en accéléré, c'est un film mental x10. Et en fait, c'est très important, non seulement pour la mémoire des navigations et des lieux, mais c'est surtout pour la mémoire de ce qu'on a vécu quand on était là où on était. Autrement dit, quand vous parlez des rapports du jeu, avec, comme vous disiez, il faut me lever, bouger, etc., les mouvements de notre corps, et ce que vous disiez aussi sur ces rapports avec l'espace, avec cette découverte-là, on n'explique pas tout, mais il y a une brique très précieuse, et il s'avère qu'elle peut faire rebondir sur la fameuse méthode des lieux, le palais de mémoire de Cicéron. J'en avais parlé il y a longtemps à une conf de France Inter avec Dominique Blanc, et qui, alors c'était intéressant parce qu'elle révélait qu'elle-même, pour apprendre ses rôles, elle déambulait dans les Tuileries,
Et qu'en fait, on sait, parce que la méthode des lieux de Cicéron, c'est si vous voulez apprendre un texte et que vous avez une mémoire de commun des mortels, comme moi, eh bien, une astuce, c'est de reproduire mentalement une promenade que vous connaissez, dont vous connaissez chaque étape, et de déposer un bout du nouveau texte que vous voulez apprendre à chacun des éléments de cette promenade. Et l'explication, désormais, c'est que quand vous faites ça, vous faites votre trajectoire mentale, vous lui superposez quelque chose de nouveau, et pendant votre replay, vous le consolidez et vous vous en souvenez avec Il y a la mémoire maison aussi, il y a la normale. méthode de la maison avec les pièces et les objets. C'est un vrai truc, ça fonctionne bien Oui, alors pour apprendre un texte, mettre chaque pièce. au de théâtre, chaque moi je objet. fais pas ça parce que c'est bien quand tu dois faire un discours. Qu'est-ce parce que c'est pour rappeler un peu cette Alors la ouais. méthode, elle est de prendre un espace qu'on peut reconnaître. Alors c'est plus facile de prendre chez soi quand tu rentres ta porte d'entrée, ton entrée, sous le tableau, la commode, le mur, les toilettes, la cuisine, etc. Et on inscrit des mots ou des pensées ou des phrases sur chacun de ces objets. Mais il faut prendre vraiment le temps, il faut le faire vraiment. C'est-à-dire, par exemple, sur la porte, on pourrait dire arrosoir, par exemple. Parce qu'on voudrait, dans le discours, parler de l'arrosoir ou de l'arrosage. Alors, je vois l'arrosage. Alors, l'arrosoir, c'est un arrosoir. Donc, il est en plastique, il est vert couleur poubelle, un peu. Il est grand comme ça. Il y a encore une petite goutte d'eau au bout. Enfin, je le visualise pour que je l'ai vraiment photographié. Et puis, une fois que je lui ai laissé toute ma disponibilité, il y a un arrosoir sur ma porte. Hein. C'est très bizarre d'ailleurs parce qu'il est accroché quand je vais ouvrir ma porte, je tombe le nez sur l'arrosoir. Bon. Donc je suis obligée un tout petit peu de me... C'est bizarre parce que quand je prends la poignée, je suis obligée un peu de me reculer parce que l'arrosoir prend de la place. Alors je me recule un peu pour ouvrir la porte. Et là, je suis sûre que demain, tout le monde va se souvenir qu'il y a un arrosoir sur la porte. Et une fois que je l'ai inscrit, j'y pense plus puisqu'il est là. C'est comme si je vous disais qu'est-ce qu'il y a chez toi. Il y a ton placard, il y a ton... Et si vous faites ça, mais quand tu dois faire un discours ou quand tu veux, sans avoir de papier, tu rentres chez toi, puis tu retraverses tous les mots qui vont être utiles à ton discours. Mais quand tu joues, faut tellement être disponible à l'autre que je vous avoue, moi je pense pas à chez moi dans ce cas-là. Je pense à l'espace de jeu qu'a donné la mise en scène et à la disponibilité de l'autre. Donc en fait, je me fais un rapport, je me fais un souvenir avec mon texte. Félicien, vous faites comment vous faites le tour du pâté de maison en repérant les zones La clés. pharmacie à droite. C'est quoi? C'est pour retenir? Oui, pour retenir, oui. Comment je fais? J'ai oublié comment je retiens. C'est parce que vous jouez un monsieur âgé en ce moment. T'écris pas des... Non, oui, si, je peux, oui. Si. Je sais pas. Non, Vous je savez, sais pas. quand on répète... Merci pour la recette. Hein. Non, En non, fait, mais... si, Eh, c'est cool, hein, c'est Non, mais sympa je peux- pour tous les gens qui ont En envie fait, d'apprendre, c'est Je sympa. peux écrire, mais en fait, c'est exactement ce que disait Muriel, c'est-à-dire que je crois pas qu'il faille, voilà, comme ça j'y vais carrément, quand on est acteur, donner des moyens mémotechniques. Parce que sinon, on va faire quelque chose qui va relever d'un processus complètement conscient. Or, on cherche une forme d'oubli de soi. Et donc, ça va comme nous rappeler à autre chose qu'à ici. Alors que nous, on essaye au contraire d'être ici comme dans un super ici, dans un super présent, dans une hyper réalité. Alors, je peux prendre un exemple concret quand même pour dire comment je fais. Ça, par exemple, je sais que je le fais en ce moment. Donc là, actuellement, je joue Les Fourberies de Scapin. Dedans, je joue Géronte. Dans Les Fourberies de Scapin, il y a une scène qui, pour la mémoire, est vraiment... C'est une des plus difficiles. Alors, c'est pas du tout la plus longue scène que j'ai eu à jouer dans ma vie, mais c'est une des plus difficiles parce que, c'est à peu près connu, il n'arrête pas de dire que diable allait-il faire dans cette galère. Et il le dit tout le temps. Ce qui fait qu'on ne peut pas se fier au fait de dire « Ah ben, j'ai dit cette réplique, donc je peux passer à la suivante. » Puisque elle revient souvent. Si je fais ça, je m'en mêle les pinceaux total. Et donc, je fais un autre chemin pour pas me perdre. Et par exemple, je sais que je fais ça. Je sais que la première fois que je vais dire, comment dire, ça veut dire « Que diable allait-il faire dans cette galère ?» La première fois que j'ai dit ça, ce qui suit, on est au début de la scène, je me dis... Quand je suis un peu perdu, qu'est-ce qui serait le plus absurde à lui dire là, alors qu'on vient de commencer, c'est que ce serait fini la scène. Et je lui dis, va-t'en, Scapin. Va-t'en vite dire à ce Turc que je vais envoyer la justice après lui. C'est absurde, quoi. Mais c'est pas, si je suis embêté, ça me vient plus, je me dis, ah ben là on est au début, ce serait absurde de dire de s'en aller, que c'est fini. Et c'est comme ça que je retombe sur mes pattes. Alors, c'est des astuces de secours, ça. C'est si je suis
perdu. Mais sinon, je le répète au fond, pour moi, c'est apprendre un chemin. Et donc, un chemin, je l'ai fait une fois, 10 fois, 20 fois en répétition. Donc, au bout d'un moment, je n'ai plus même à y penser, sans tout à fait l'avoir appris par cœur. J'ai pas, comme je disais tout à l'heure, pour rentrer chez soi, on s'est pas dit, attends, ça fait 2 jours que j'habite là où j'habite, il faut absolument que j'apprenne par cœur. Non, on fait au début simplement plus lentement. Et puis, en avançant, on fait oui, ça va, c'est bon, j'ai compris. Non, puis je voudrais quand même ajouter, parce qu'il y a toujours cette question récurrente, c'est un métier. Donc en fait, on fait ça tous les jours. C'est comme si on disait à un danseur, comment tu fais le grand écart? En fait, tout le monde peut le faire si tu le fais tous les jours. Le danseur, il est obligé tous les jours de s'étirer, de s'entraîner, de travailler le corps. Oui, mais moi, par exemple, comme je joue moins parce que je fais d'autres choses, que je dirige, que je mets en scène, ben là, ces dernières années, j'ai eu à jouer, et ben c'est plus difficile parce que mon muscle, eh ben, il est plus endormi, et donc je fais beaucoup plus d'efforts qu'avant, puis je vieillis. Mais c'est quand même accessible à tout. C'est pas magique. C'est juste un travail. Et c'est un travail quotidien, comme un danseur. Il y a un sujet dont on parle beaucoup avec les comédiens, c'est l'empathie. Est-ce que vous êtes forcément des gens très empathiques et des gens un peu éponges des émotions qu'il y a en face et après, je pense que le neurologue, il parlera peut-être effectivement de l'empathie. Je dirais qu'on pense souvent, enfin moi ça m'est arrivé plusieurs fois qu'on pense que les comédiens sont des bouts en train, qu'on aime bien les inviter à des soirées parce qu'ils vont être marrants, qu'ils vont être originaux. Je trouve que souvent on est très ennuyeux dans la vie parce qu'en fait moi comme je passe ma journée avec les autres à être à 100% le plus possible là, j'adore être toute seule et ne voir personne. Mais j'en ai besoin. Donc, est-ce qu'on est plus empathique? Non, moi, je suis entourée de gens qui sont pas comédiens, qui sont merveilleusement empathiques. Je crois pas que... Je sais pas répondre tellement mieux à cette question. Je ne sais pas si on est plus empathique que les autres. Je ne crois pas. Enfin, que certains, ou enfin, comme tout le monde, quoi. Mais peut-être que ce qui peut expliquer qu'on dise ça c'est qu'on est habitué à se mettre à d'autres places que la sienne, que la nôtre. C'est-à-dire que, globalement, la vie impose à 99% des gens que si on est gros, ben on est gros pour tout le temps, si on est riche, on est riche, on est pauvre, et que ce personnage de gros, maigre, riche, grand, petit, c'est celui qui nous fait traverser l'existence et qu'on n'en sort jamais, finalement, de cette place-là. Or, nous, il y a un coup, on s'amuse à être un riche, l'autre fois on s'amuse à être un pauvre, un très dur, un très tendre, etc. Donc c'est plutôt une question d'empathie. Ça, je ne sais pas si c'est à nous de le dire, j'en sais rien du tout. En revanche, on est peut-être plus exercé à sauter de place en place. Donc ça nous donne peut-être parfois une vision un tout petit peu plus compréhensive. Voilà. Lionel, l'empathie. Alors je ne sais pas si c'est un élément qui pourrait vous éclairer ou pas. Et j'ai l'impression, Félicien, ce que vous disiez sur le deuxième aspect, ça fait écho pour moi, c'est qu'en fait, d'un point de vue, disons, des connaissances psychologiques et neuroscientifiques sur l'empathie, on peut dire qu'on distingue au moins 2 formes d'empathie. Donc quand vous voyez quelqu'un souffrir, il y a une première forme qu'on appelle une empathie miroir, et qui a les propriétés suivantes, c'est qu'elle est irrépressible en général, elle est très émotionnelle, elle demande aucun effort volontaire, pour le coup. On n'a pas besoin d'y penser. Mais sa propriété, c'est qu'en fait, cette forme d'empathie miroir, elle joue quelque chose comme j'ai de l'empathie pour toi parce que toi, c'est moi, en fait. Donc en une sorte de continuité, de projection sur l'autre. Et on a une deuxième modalité de l'empathie, mais qui demande plus de temps. Plus de temps, c'est-à-dire plusieurs secondes, alors que la première, c'est en une fraction de seconde, qui demande plus de temps, qui demande aussi une volonté. On est libre de ne pas l'exercer. Et cette deuxième, alors pour moi, elle reste émotionnelle, c'est-à-dire qu'on ressent un sentiment conscient fort, mais simplement, elle vient vraiment d'une prise de perspective. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je décide d'éprouver de l'empathie, non pas parce que c'est moi qui souffre, ce n'est pas moi qui souffre, c'est toi qui souffres, mais ça compte pour moi. Et j'ai un collègue, un ami, Nicolas Danziger, qui avait fait cette démonstration en s'intéressant à des personnes, des patients, qui pour des maladies, pour des causes génétiques, ont perdu la sensibilité à la douleur. Autrement dit, ils n'ont jamais éprouvé la douleur physique. Et quand on leur montre des images ou des vidéos de gens qui se font mal, ils n'ont plus la première, puisque ça ne veut rien dire.
mais ils peuvent accéder à la deuxième comme n'importe qui. Autrement dit, on peut les dissocier. Et donc, dans ce que vous disiez, j'ai l'impression que celle dont vous parliez tous les deux, et qui fait qu'au bout d'un moment, bon, ça suffit, et je me suis suffisamment volontairement coltiné d'être quelqu'un d'autre, dont vous jouez peut-être plus avec ce deuxième niveau d'empathie, habité, comme vous disiez, surconsciente un petit peu, quoi. Oui, il y a peut-être aussi une chose, je le précise rapidement sur ce qu'on disait par rapport à l'espace, c'est que nous, on est habitués, surentraînés à faire sens avec de l'espace. Tout le temps, qu'on soit metteur en scène ou acteur, on cherche du sens à nos places ici. On se dit, est-ce que je ne suis pas plus près? Est-ce que je ne serai pas plus loin? Et alors, après, ce truc-là, il nous quitte plus. Et on le voit, même malgré nous, c'est une autre sensibilité. On voit que la petite fille est toute petite, on voit que le grand, il est très grand, qu'il est très loin, qu'il est très près. Et ça c'est une empathie professionnelle, celle-ci, quoi. C'est une lecture de l'humain, de la vie, dans la vie. On est très observateur quand même de comment ça se formule. Et souvent, la vie est beaucoup plus dingue que ce qu'on rencontre dans les textes. Hein. Et comme vous disiez, j'ai l'impression que vous poussez à l'acmé, mais quelque chose qui pour moi n'est pas un clivage de l'humain. Et parce que même le vocabulaire, l'interprétation, la représentation, pour nous, c'est des vocabulaires. Nous sommes tous des créatures qui interprétons en permanence le réel, qui manipulons des représentations. Donc je pense qu'il y a quelque chose comme l'acmé d'une propriété qui est commune à tous les humains. Je pense qu'Hélène, on va passer à la partie Absolument. suivante. C'était formidable, en tout cas, merci Vraiment, beaucoup. bravo. Merci à vous. Bravo, merci. bravo. Donc Et maintenant, on va avoir nos jeunes comédiens. on va demander à Valentin et Ève. Eva, voilà. Ève Bien d'abord, vouloir peut-être. prendre- Enfin, je ne sais Ève. pas dans quel ordre. Valentin. Alors, on commence par Valentin. Alors, Valentin, le personnage de Valentin. Bonjour. Bonjour. Oui. Alors donc le personnage que j'ai choisi de présenter est celui de Néron dans la pièce Britannicus de Racine. Peut-être je vais faire une petite présentation quand même de Néron, donc empereur romain qui a épousé Octavie, qui aime Junie. Junie, elle, aime Britannicus, ils s'aiment. Il a fait prisonnière Junie dans son palais, il la détient prisonnière pour s'offrir en époux à elle. Il souhaite aussi se défaire de l'emprise de sa mère Agrippine. Et je crois que... Et il souhaite écarter Britannicus, donc son frère par adoption, qui peut être rival à la fois en amour et à la fois pour le trône. Et je pense que pour la présentation, voilà. C'est pas mal. Et ce que je peux dire du coup peut-être pour le défendre, j'ai beaucoup été touché par justement ça, comprendre la logique de la pensée, et plutôt que de défendre un monstre, car ce qu'il va faire ou ce qu'il fait est cruel, c'est de dire, et il le dit dans le texte, j'aime, je suis empereur, je veux qu'on me respecte, qu'on m'obéisse. Ça, c'est tout simple. Et donc, je ne veux plus être sous les ordres de ma mère. Il dit, Rome veut un maître et non une maîtresse. Et voilà. Et pour résumer, à un moment, il dit à Burrus, pour résumer, quand Burrus lui dit pourquoi, il répond, il dit mon amour, ma gloire, ma sûreté, ma vie. Magnifique. Mais donc là, on l'explique politiquement, quoi. Voilà. Et Au par fond, l'amour de Junie. Il est dans la raison, quoi. Et il est aussi dans l'amour, il dit j'aime, que dis-je aimer, j'idolâtre Junie. Ah oui, il y a Oui, ça, oui. mais justement, ça, ce vers-là, c'est peut-être ce qui, à mon sens, définit le mieux Néron, parce que c'est comme un lapsus permanent, hein, les Alexandrins de Racine. Il dit j'aime, que dis-je aimer? Alors on l'entend, j'aime, attends, qu'est-ce que je dis? Non, mieux, j'idolâtre, mais on entend aussi j'aime, que dis-je aimer? J'idolâtre Junie. Et ça, c'est une sorte de folie incontrôlable. Et tu te dis, le pauvre, il est malade. Enfin, il est malade de peut-être ne pas avoir de rapport simple, sain, équilibré à l'amour. Et que peut-être quand il aime, peut-être il en doute. Et ça rend fou. Félicien, c'est un rôle qui vous tente, ça? Alors je vais, comme ça, en Allez boucle voir la Brûler boucle. Nice. Je pense que c'est un de mes rôles rêvés.
Néron. Il va vous le piquer, hein. Il va vous Non, le mais piquer. qu'il le pique, je pourrais pas tous les jouer de toute façon. Moi, j'aurais dit aussi qu'il a été mis sur le trône par Agrippine, par sa mère. C'est la régente, comment dire, c'est sa destinée, mais c'est elle qui l'y a mis. Et si je devais le défendre quand même, je parlerais de la scène où il essaie de s'émanciper, il essaie d'être enfin l'empereur qu'il est déjà, mais sauf que il doit cette place à sa mère et il se débat tout ce qu'il peut et il termine une scène sublime en disant « Garde qu'on obéisse aux ordres de ma mère ». Et là, ça, je pense qu'on peut tous le comprendre, c'est terrible et on peut être très empathique. Lionel, ce personnage, il évoque quoi pour vous? Alors moi, je suis tout oui. Je me projetais pas dans le personnage, mais je trouve que le fait de trouver cette équation un peu presque morale, de se dire bon, je court-circuite la cruauté pour pouvoir créer un lien avec ce personnage par son statut, que cela relève de l'état de fait politique, avec ce que Muriel a dit, c'est que malgré tout ça chavire du point de vue émotionnel. On comprend l'intelligence peut-être, ou en tout cas l'émotion qu'il peut y avoir à un jour jouer. Donc vous allez le jouer vraiment alors ou... Non, du tout. J'avais choisi justement proposition. C'est un appel. Voilà. C'est un appel. Très bien. Et surtout qu'il pose vraiment question dans la défense, quoi. Ouais, c'est ça. Dans ce que vous avez joué déjà, qu'est-ce qui vous a marqué? Question difficile. Waouh. Waouh, c'était qui ça? C'était dans quelle pièce? Waouh. Waouh, c'est un chien, non? J'ai l'impression d'être dans ce moment-là où le trou est. Oui, abyssal. Oui, Alors, faut abyssal. respirer, parler, et ça vient tout seul, c'est ça? Là, il faut parler, là. Voilà. Là, Il faut bouger, Voilà. il faut bouger Là, en voilà, même temps, il faut ça va. bouger. Non, mais c'est pareil. C'est comme quand on pose la question aux acteurs, qu'est-ce que tu aimerais jouer? J'ai envie de dire, moi, j'ai toujours envie de répondre tout. Et surtout, ce que expliquait Félicien, on adore être imaginé. Plus qu'on ne rêve d'un rôle. On rêve d'un rôle, on peut rêver d'une écriture, on rêve d'un grand rôle. Mais être envisagé, être imaginé. C'est encore du désir, là. Eh bien, mais c'est que Non, non, ça. c'est que du désir. Jouer, c'est du désir de jouer. Hein. Parfois même, on dit je veux jouer ça et on dit ah bon non, je ne te vois absolument pas là-dedans. Essaye plutôt par là. Bah oui, et parfois c'est génial, parce qu'on vous montre. Et une parfois, dimension comme à l'a dit laquelle- Félicien, on Parfois, se c'est très découvre. mauvais. Oui. Et par- C'est arrivé ça? Un truc très mauvais dans lequel on vous a mis dans un truc où c'était vraiment pas. Alors, jamais. je crois pas. Pas obligé de répondre, Je Félicien. crois pas. Félicien. Non, j'ai Paul. fait- Dis non. j'ai eu Non, non. au débat. Dis non, dis non. Mais très franchement, alors soyons honnêtes, j'ai quand même eu la chance, même dans les choses que j'aurais faites qui sont pas géniales, il y en a, mais j'ai la chance que ça ne soit jamais tombé en dessous du niveau de. Voilà. Moi, je suis tombée Donc, au-dessous du niveau de la mer. Ah, Donc, voilà, j'ai joué, raconte. je vais me balancer, dans une pièce de Marguerite Duras. Marguerite Duras, qui avait écrit une espèce de pantalonnade pour des copains qui s'appelait le Chaga. Mais quand même, dans la pièce, il y a Achagi, Achaga Popo. Enfin, c'était un personnage qui ne s'exprimait que comme ça. Et qu'elle a dû faire avec des copains un soir de fête. Et un metteur en scène a dit, j'ai découvert une pièce de Marguerite Duras et je peux vous jurer qu'on l'a jouée un mois au Vieux-Colombier, ce fut un mois de souffrance. J'étais avec Catherine Yegel et tous les soirs, on se retrouve avec son projet, son mise en scène, Achagi, Achaga Popo, avec le label Marguerite Duras, c'est très dur. Merci en tout cas. Merci, Merci. beaucoup. Merci, on Valentin. vous applaudit. Merci, Valentin. Et Ève, si vous Allez, voulez bien Ève. nous rejoindre. Alors, Et Ève, après, elle on fait fera partie appel à vous, hein. de l'équipe de Nice. Voilà. Oui. Alors, Ève. Ouais, je vais vous parler du rôle du personnage de Phèdre. Phèdre, c'est la petite fille du soleil, c'est la demi-sœur du Minotaure. Et elle a été arrachée, je crois, enfin je suis sûre, après la guerre par Thésée et mariée à lui de force. Et le problème, c'est qu'elle est tombée amoureuse de son beau-fils, qui s'appelle Hippolyte, et qui est fils d'Amazone. Et sa tragédie, je crois, c'est qu'en fait, quand elle arrive sur scène, la première chose qu'elle dit, c'est qu'elle va mourir, qu'elle veut mourir.
Et il y a une nonne qui est sa confidente, sa servante, quelque chose qui l'accompagne, comment on dit, sa gouvernante, qui la supplie de pas mourir. Et on apprend à ce moment-là, Thésée, il est parti ça fait très longtemps qu'il est parti, très longtemps, c'est des dizaines d'années qu'il est parti, et on pense qu'il est mort, et quelqu'un vient nous dire qu'il est mort. Et donc Eunon, parce que quand elle le dit, elle dit à Eunon, finalement, comme Eunon ne veut pas qu'elle meure, elle lui dit elle lui dit pourquoi elle veut mourir. Et que c'est parce qu'elle est amoureuse d'Hippolyte. Et donc, Eunon dit, je sais pas ce qu'elle dit au ciel, pourquoi quelle horreur, voilà. C'est pas ça? Si? Ah oui. Et quand Eunon, je me suis perdue, quand Eunon apprend que Thésée est mort, elle lui dit tout rentre dans l'ordre, vous pouvez dire à Hippolyte que du coup vous l'aimez et tout va bien aller. Sauf qu'au moment où Phèdre lui dit à Hippolyte qu'elle l'aime, on apprend que Thésée n'est pas mort. Et c'est emmerdant, oui. Mais du coup, derrière, il y a toute cette histoire d'inceste et tout ça. Mais du coup, ce que je me dis, moi, c'est qu'elle aurait mieux... Enfin, elle avait raison dès le début. Autant mourir et pas être déshonorée. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'excitant dans ce personnage? Ce qu'il y a d'excitant, de dire déjà des vers de Racine, je crois. Ce qu'il y a d'excitant, c'est de... comment est-ce qu'on arrive à se laisser, dans un dernier souffle de vie, à se laisser convaincre de faire cet aveu qu'on a caché depuis... Il y a un truc de sursaut de vie. Et à la fin, en fait, non, il ne fallait pas le faire du tout. Bravo, on vous applaudit. Peut-être, voilà, une réaction... Non, mais je pourrais rajouter d'abord que j'admire cette comédienne qui est extraordinaire et qui, justement, on le voit, elle est totalement tout le temps dans le lâcher-prise, Ève, elle est extraordinaire. Ce que je rajouterais dans le personnage de Phèdre, dans la mythologie, elle est très jeune, Phèdre, et je pense qu'on a tort, de temps en temps, de faire une Phèdre de 50 ans. Parce que Phèdre, en fait, ne découvre le désir physique, avec quelqu'un de son âge, et qu'elle soit déjà mère, et qu'elle ait été violée, qu'elle ait été abusée, mariée, sans amour, ne fait pas d'elle pour autant un monstre d'aimer son beau-fils. C'est son beau-fils, c'est le fils de son mari, mais elle n'a pas de lien de sang avec lui. Et elle découvre quelque chose qui la dépasse, et puis il y a la malédiction des dieux aussi qui fait qu'elle ne maîtrise pas. Mais le personnage le plus extraordinaire dans la pièce, c'est une nonne qui est une immense amoureuse, puisqu'elle va même se suicider pour avoir mal guidé la femme qu'elle aime, qu'elle accompagne, mais qu'elle aime passionnément pour vivre à travers elle la vie de Phèdre. Elle est mal conseillée, elle est condamnée quand le rideau s'ouvre. Et c'est ça qui est merveilleux dans ces tragédies, c'est que ce sont des personnages, condamnés. Et pourtant, elle traverse 5 actes. Et à détruire leur désir. Exactement. Exactement. Non, mais tout va s'écrouler autour d'elle. C'est-à-dire, c'est une succession de chaos. Et qu'au fond, la mort est une délivrance. La mort que n'aura pas dans une autre pièce Oreste. C'est horrible, les personnages qui, au bout du chaos, ne meurent pas. Ton micro. Mais elle est souvent jouée par des femmes d'une cinquantaine, soixantaine d'années. Et c'est pas juste. Pourquoi? Parce que ce sont des rôles écrasants, parce que ça demande une technique et une respiration quand même de professionnels. Mais c'est pas juste parce que c'est souvent comment? On pense à un projet pour vous. D'accord. Mais ça n'a pas de sens parce que c'est pas l'histoire d'un dernier amour d'une femme mûre. C'est pas ça, Phèdre. C'est une enfant, presque une adolescente. Vous avez projeté de le mettre en scène. Je vais le mettre en scène avec cette jeune femme. Voilà, fallait le dire quand même. On vous applaudit. Fallait le dire. C'est ma Phèdre, voilà. Voilà.
Je pense Alors, que Hélène, faut il prendre reste- la main. Oui. Il reste 2 minutes. Oui, Donc, alors, est-ce que quelqu'un a un envie personnage de fétiche. se lancer? Voilà, on va sortir Mais des questions. au moins le citer, réponses vous n'êtes classiques. pas obligé de venir le présenter, mais au moins le citer, un personnage Voilà, est-ce qui que vous avez envie vous vous mettez à la place d'Ève et de Valentin et vous partagez avec nous le personnage que vous auriez envie d'être. Merci, Eve. Merci beaucoup, Ève. Alors, qui se lance? Moi, j'aimerais, même moi, depuis j'aimerais sa être place moi, je voudrais être Samantha dans Ma sorcière bien-aimée. Christophe? Bah justement, je suis un peu comme Félicien, je j'arrive pas bizarrement à répondre parce que j'ai plein de... Je vais essayer de respirer. Non, Hippolyte, ouais. Hippolyte qui préfère ses chevaux, qui se fiche totalement en fait des... Hippolyte, il est du désir amoureux, humain, il est amoureux de la chasse de et- l'interdit, c'est de ça. ce qui peut le libérer de son père Ouais. aussi. Ce sont Ouais, beaucoup des ouais. histoires de famille. Pardon, oui. Non. Faut que j'arrête de parler. Pas du tout. Ah. Pas du D'accord. tout, c'est qu'une réflexion me venait. Ah, bah, Alors, voilà. voilà. On Ah a, bah oui, quand on a même. un Ah oui, candidat. oui. Oui. Bravo. Bravo. Allez, venez. Non, la réflexion qui me venait, c'est que les comédiens choisissent des hommes et les comédiennes choisissent des femmes. Voilà. Hop, on vous écoute. Merci. Ah, en plus, vous venez sur scène avec grand Sympa, plaisir. On vous sympa. accueille. Bonsoir. Moi, un personnage qui m'a beaucoup touchée, c'est Venez, Antigone. parce que je sais pas si on vous voit. Antigone? Oui. Non, voilà. Antigone. Antigone, j'aime bien la version de Sophocle, mais ma préférée, c'est celle d'Anouilh. Et je trouve qu'il y a une grande force dans ce personnage, parce que c'est un personnage qui se positionne contre tous, qui arrive à dire non, et cette force du non, elle est très belle dans une femme à l'époque antique, comme ça. Donc voilà, c'est un personnage qui m'aime beaucoup. C'est une anarchiste. Hein. Et Merci. vous êtes Contre les comédienne, lois de vous la êtes, cité. Non, pas du tout. C'est juste par plaisir. Oui, Voilà. c'est ça. Bravo en tout cas. Bah, bravo et merci. Bravo. On vous applaudit. C'est super. C'est bon. Alors Muriel, ce personnage en 2 mots. Ah, ce personnage, je l'ai joué, vous avez parfaitement raison. C'est un immense personnage. Moi, j'ai joué celui de Sophocle, mais elle a raison. Celui d'Anouilh est admirable. Parce que, et c'est un personnage intemporel, parce que c'est toujours une génération et une jeune femme et qui a la force de dire non. Et On en de a- dire je suis pas d'accord. On a parlé pendant le Covid. Ah, c'est merveilleux. Covid, ouais. quand les gens pouvaient pas justement assister aux funérailles de leurs proches, comme dans le texte de Sophocle, la figure d'Antigone a été convoquée. Et il y a quelque chose Ouais. d'extraordinaire dans cette pièce, c'est le personnage de Créon, son oncle, parce que il est nommé roi. Et donc il dit, la première chose qu'on je vais interdire en tant que roi, c'est on ne pourra pas enterrer ces 2 garçons qui ont trahi. Éthéocle et Polynice. Ouais. Et d'un seul coup, on lui dit, il y en a une qui l'a fait, c'est ta nièce. Et c'est horrible, parce que ce serait pas sa nièce. Il est roi, il a donné un ordre, et l'ordre a été transgressé. Mais c'est sa nièce. Et son fils est amoureux Oh là là, d'elle. est amoureux d'elle, En plus. aimant. Et Il y a- donc ça il y a une- devient une histoire de famille, c'est génial. Il y a une Très entracte bien. bientôt, je crois. Malheureusement, on va devoir s'arrêter. C'est déjà terminé, cette première journée est déjà terminée. En tout cas, on vous applaudit très fort. C'était encore un moment magique de cette 9e édition. Merci vraiment beaucoup à tous les 5 et à nos 2 modérateurs. Et donc, on se retrouve demain dès 10h pour la suite de Neuroplanète, où nous parlerons donc des super pouvoirs de la musique. Très belle soirée et à demain. Merci beaucoup. C'est en fait